C'est la joie, c'est une étrange... les gens ont applaudi, ils ont ri, c'est la joie en fait. Non, c'est pas du tout inquiétude. Ces équipes sont sûrement terrifiées de l'humanité pendant des millénaires, mais depuis qu'on sait à peu près ce que c'est, les scientifiques nous ont expliqué ce que c'est le bonheur qui a remplacé l'inquiétude, évidemment. Et c'est très étonnant, la ville crépite de flashs. Je vois le littoral et les milliers de gens qui sont massés sur la plage, et puis tous les gens sur les falaises. Chacun fait des photos. D'ailleurs, je me demande si les flashs sont bien utiles, mais ça, c'est pas très grave. Oh, cette couronne solaire est magnifique là maintenant. On voit la couronne solaire arriver vers nous, hein. Vous la voyez, vous, Michel? Absolument, nous la voyons très très bien. On la voit magnifiquement. Regardez. C'est formidable. Avec l'activité donc du soleil qu'on ne peut voir qu'en ces circonstances, lorsque la luminosité que dégage le soleil lui-même est masquée et que seul ce qui est à la périphérie rayonne comme ça dans le ciel noir. Voilà, la couronne solaire, Philippe, continue à se former. Ça dure combien de temps en gros la couronne solaire? La couronne solaire, on la voit pendant le temps de la totalité, donc c'est environ 2 minutes cette fois-ci. Il y a des éclipses qui sont plus longues, qui peuvent durer jusqu'à plus de 7 minutes, mais malheureusement celle-ci ne dure que 2 minutes. Alors ces images sur Reims pour vous expliquer que souvent vous entendez de la musique, vous entendez du chant, puisque Jesse Norman est en train... Et voilà, maintenant, regardez, c'est Fécamp. On retourne à Fécamp, oui. Alors là, que la couronne solaire, très belle protubérance qu'on peut voir en haut du disque et sur la partie droite, ce qui est rosé. Ce sont des flammes du soleil, c'est des jets de gaz qui s'échappent du soleil et c'est un signe de l'activité du soleil. C'est ce qu'on appelle les protubérances. Voilà, c'est cela. Et c'est le seul moment où on puisse les observer comme ça, sans appareil spécial. Et ce gaz qui entoure le soleil, c'est lui qui perturbe souvent. Oui, c'est de la matière qui s'échappe du soleil et c'est en même temps des particules, des flots de particules qui s'échappent du soleil. Oh, le soleil revient. Voilà, là c'est l'anneau de diamant, c'est la réapparition du soleil. Et ce scintillement, c'est ce que vous appelez l'anneau de diamant. Voilà, c'est soit le dernier éclair de soleil avant la totalité, soit le premier après. Cette image est magnifique, quoi. C'est bluffant. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, vous qui l'avez vu peut-être, mais là, regardez, on la voit dans très bonnes conditions. Très impressionnant. C'est l'image de Fécamp, magnifique. Mais ces protubérances, de toute façon, qui existent aussi lorsqu'il n'y a pas d'éclipse totale, bien sûr. Bien sûr. Il y a de véritables explosions et une fusion nucléaire, en quelque sorte, après de milliers de kilomètres d'altitude. Oui, ce sont des jets de matière qui peuvent s'échapper jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Et nous voilà à Reims. Et nous voilà, regardez la baisse de luminosité. La baisse de lumière est très rapide. Il ne reste plus grand-chose. Hein, regardez. Alors là, je crois qu'on va essayer rester ici maintenant. On va essayer de mettre nos lunettes. Nous allons mettre nos lunettes comme tout le monde, bien entendu. Parce que jusqu'à présent, avec Jean-Claude, nous n'avons absolument rien vu pour la frime, de cette éclipse et partielle, évidemment, qui va être totale dans 3 minutes. Je pense qu'Alain Gillot-Pétré est fébrile, il a quelque chose à nous dire. Oui, Alain, juste Gilles Amado, une seconde. Vraiment une seconde. Une seconde. Mets-toi sur dans 2 minutes, l'éclipse totale sur Reims. Mets-toi sur l'image de l'Europe. On va voir la nuit à gauche. La nuit qui tombe. Non, pas celle-là. L'image qu'on a sur Météotel en ce moment. La nuit tombe complètement. Elle est colorée. Bon, laisse tomber l'image, tant pis. Non, il vaut mieux voir. On la retrouvera tout à l'heure. Pour le moment, ici, c'est la nuit qui tombe. Le parvis donc de Notre-Dame de Reims, qui a vu tant de célébrités, de rois ici défiler. La dernière grande manifestation qui s'est tenue à cette place avant l'éclipse, c'était il y a quelques années lorsque le général de Gaulle a reçu M. Adenauer pour les grandes retrouvailles franco-allemandes. Regardez, vous voyez, c'est presque la nuit complète qui tombe. La cathédrale s'est d'ailleurs illuminée. Je pense qu'on va pouvoir voir la façade en même temps. Ah oui, et on voit l'éclipse presque totale. Nous vivons voilà, la même image que celle que nous avons pu voir tout à l'heure dans le sud-ouest de l'Angleterre, puis à Fécamp. Voilà, l'ombre de la Lune avance inexorablement à la vitesse de 2800 km/h et elle va nous balayer dans quelques instants. Regardez, entendez la foule, mais c'est vraiment incroyable, hein. Je suis sûr que dans les milliers de gens qui sont là, la plupart n'ont jamais vu d'éclipse totale. Il n'y a pas cette fameuse inquiétude qu'on pouvait imaginer, quoi. C'est plutôt la liesse et la fête.
C'est la grande fête de la Lune et du Soleil. C'est la grande fête de la Lune et du Soleil. C'est la chanson de traîner, quoi. Oui, mais là, le rendez-vous n'est pas manqué. Charles, n'oubliez pas vos lunettes. Je n'oublie pas mes lunettes. Mais regardez. Nous sommes dans la nuit totale. Ça fait un curieux effet quand même. Presque. Ça fait un curieux effet. Presque. Il n'y a plus finalement que la lumière de nos projecteurs. Il est midi 23. Qui scintille Derrière vous, le rideau de nuit. Behind you, the night. Voilà, il est midi 23. On se croirait à minuit 23, bien entendu. Écoutez la foule. Voilà, ça y est, c'est magnifique. Voilà, c'est très beau là. Voilà, faut la regarder, couronne là. est magnifique. Ah là, on voit la couronne. couronne. Là, on peut regarder sans lunettes là. Ah ouais, là, c'est magnifique. Là, c'est-à-dire qu'on peut enlever les lunettes. Ah oui, il faut pas mettre les lunettes. Oui, allez-y, sans danger. On a tout là. Là, tout le monde a enlevé ses lunettes, évidemment, puisque c'est un moment où l'on peut regarder sans les lunettes. La seule luminosité qui subsiste, c'est bien entendu les projecteurs. Take your eclipse glasses off for the next minute. Encore une minute, vous pouvez les enlever. Voilà des images vues du Catalina, de l'éclipse, vues de notre avion Catalina. C'est merveilleux. Emmanuel Ostian est dans ce Catalina. Oui. Qui nous envoie ces images. Regardez la couche. Emmanuel, qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce que nous voyons? Alors écoutez, en ce moment, nous sommes dans le noir complet ou quasi complet. La température a baissé d'une quinzaine de degrés et nous voyons au-dessous de nous toutes les villes commencer à s'illuminer. Et puis naturellement, ces jaillissements comme des éruptions volcaniques à la surface de ce disque à présent noir. Le spectacle est magique, fabuleux. Coupez les lumières. Est-ce qu'on peut couper les lumières? Nous allons faire couper les lumières du studio. Voilà. Oui. Coupez les lumières, coupez tout. Coupez tous les projecteurs. Coupez les projecteurs, s'il vous plaît, sur le plateau. En 30 secondes, voilà. 30 seconds to put your glasses on. Oui. Et pendant que nous voyons les images filmées par le Catalina, ici à Reims, tout le monde va remettre ses lunettes, puisque le soleil, voyez les gens, voyez le mouvement de la foule, tout le monde remet ses lunettes afin de voir la réapparition du soleil. Alors que nous retournons à bord du Catalina avec Emmanuel Ostian, et qu'Emmanuel, évidemment, qui est à peu près à la verticale de Metz, ou en tout cas aux environs de Metz, va vivre exactement ce que nous venons de vivre. Ouais. Successivement dans le sud-ouest de l'Angleterre, en Cornouailles avec Antoine Guélaud, puis à Fécamp avec Michel Floquet, au-dessus du Zoo d'Amiens avec Michel Scott, avec nous ici à Reims. Regardez les images du Catalina, c'est une merveille. Au-dessus de Metz, puisque Metz est quasiment sur la ligne de centralité de la bande de totalité. Regardez Charles, ces images sont exceptionnelles. Et Emmanuel Ostian. Emmanuel, nous vivons une aurore en ce moment. Et nous sommes aux alentours de 5000 mètres d'altitude, donc quasiment à l'altitude du Mont Blanc. Et c'est comme si, après une toute petite nuit, le ciel se réveillait. Donc nous avons passé une nuit extrêmement courte, c'est une aurore. Et nous allons petit à petit voir les éclairages publics s'éteindre. Et voilà, le jour revient sur Reims. Regardez, c'est formidable. En quelques secondes. Alors que la nuit n'est pas encore complètement tombée sur Metz. Et là, nous allons entendre Jesse Norman qui va interpréter un gospel justement pour saluer le retour du soleil. Alors que je vous rappelle que nous sommes toujours en direct du Catalina et que Emmanuel Ostian est en train de vivre ce que nous venons de vivre, c'est-à-dire une éclipse quasiment totale. Regardez, Reims est de nouveau... Il fait de nouveaux jours, quoi. C'est incroyable en l'espace, quoi. Vous avez remarqué comme la lumière était tombée rapidement. Hein. C'était vraiment dans les dernières minutes. Mais elle revient aussi rapidement, quoi. Alors nous attendons maintenant la prestation de la star de la journée en dehors du soleil et de la lune, puisque nous avions rendez-vous avec le soleil, la lune et Jesse Norman. Mais est-ce qu'entre-temps,
tout en écoutant Jessy Norman, nous pouvons revenir sur, avec le Catalina et Emmanuel Ostian. Voilà, la voix de Jessy Norman va accompagner de toute façon le vol du Catalina au-dessus de Metz. C'est une illustration sonore assez exceptionnelle et originale. Et cette retransmission se fait non seulement en France, mais aussi en Grande-Bretagne, grâce à la BBC, avec qui nous avons passé des accords pour qu'ils entendent eux aussi Jessy Norman. Elle salue le retour du soleil. La prestation de Jessy Norman, on le disait, pour célébrer cette grande fête païenne du retour du soleil. Nous allons avoir maintenant les images, je pense, des Mirages 2000D qui viennent de retourner. Voilà, les Mirages arrivent. Dans quelques instants, nous aurons les images qu'ils ont pu filmer. Eux, ils étaient à 10 000, à combien? À 10 km je ne sais pas exactement. 10 000 mètres. 10 000 mètres peut-être. Ils étaient entre 5 000 et 10 000 au large de Fécamp. Donc dans quelques instants, le temps de descendre la pellicule filmée par Jean-Claude Lédin, et nous aurons les images donc dans quelques instants. Ils ont pu aller beaucoup plus que la vitesse du son au large de Fécamp, mais dès lors qu'ils abordaient les côtes de Fécamp, ils ne pouvaient de toute façon franchir le mur du sang. Alors voilà, on voit d'ailleurs à l'image Thierry Guerrier prendre les bobines de film. Oui. Mais Jean-Claude Lédin est en direct, on pourrait peut-être lui demander ce qu'il a ressenti, lui. Il court avec la cassette. Bon, on les voit en train de courir avec la cassette pour qu'on puisse avoir les images. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur le Catalina avec Emmanuel Ostian? Est-ce qu'il est en direct, Emmanuel? Non, il y a nous avons des problèmes techniques, oui. Non, nous allons peut-être demander à Jean-Claude Lédin ce qu'il a ressenti, non, puisqu'il descend d'avion. Jean-Claude Lédin. Et il ne peut pas non plus. Eh bien, Antoine Guélaud qui est de retour. Antoine Guélaud à Penzance. Antoine, ça y est, le jour est revenu pour vous. Oui, de retour. Ah oui, vous êtes moins sombre là. Ah oui, il n'est plus minuit, il est de nouveau midi. Ça a été un spectacle extrêmement émouvant auquel vous avez assisté, d'ailleurs vous aussi. Et c'est vrai qu'ici, il y a plusieurs Britanniques qui ont essuyé une larme au moment de la nuit totale. Pendant 2 minutes 11, ici en Grande-Bretagne, ça a été la nuit totale. Maintenant, les personnes commencent à se disperser. Ils restent quand même sur la plage avec ces beaux souvenirs et ces photos qui, espèrent-ils, seront réussies. Michel Floquet. Fécamp, Michel Floquet, Fécamp. Ah, ben voilà, lumineux, lumineux.
Merci Charles. Oui, écoutez, évidemment, ici aussi, le jour est revenu, les bateaux rentrent. Et en tout cas, il s'est passé quelque chose d'unique pendant cette petite nuit d'un peu plus de 2 minutes. C'est que pour la première fois de son histoire, le phare du Cap du Faniet qui est là, pour sa première fois de son histoire, eh bien, il n'a pas brillé pendant la nuit. Il était éteint comme tous les éclairages ici à Fécamp et dans les environs. Voilà, et sinon la température redevient normale, c'est-à-dire un peu plus clémente, et il fait meilleur et il fait jour. Et le spectacle que nous a offert Fécamp était absolument magnifique, vous l'avez vu je crois à l'antenne. Merci Michel, nous allons rejoindre un autre Michel, c'est à Fécamp cette fois-ci, pas à Fécamp pardon, c'est à Amiens cette fois-ci, pour voir comment se sont comportés les animaux. Nous rejoignons les deux Michel, Scott et Klein. Michel ? Oui Jean-Claude, eh bien ici l'effet a été un petit peu le même, une nuit très courte, très intense, et les animaux, à peu près tous, ont réagi de la même manière. Ils se sont assoupis, ils ont eu un comportement à peu près pour toutes les espèces qu'on a pu voir, un comportement d'animal au moment du coucher. Les loups derrière nous ont eu une réaction surprenante dès que la lumière est revenue, assez subitement d'ailleurs ici dans le parc, une espèce de réaction de sursaut, et puis le leader des loups, le loup mâle qui commande un petit peu cette meute, a rassemblé tout le monde, a réveillé tout le monde. Du côté des animaux de la ferme, on a eu un petit peu la même chose, docteur Klein. Oui, eh bien ici les animaux ont nettement réagi comme pour un coucher de soleil. D'abord les poules se sont groupées avec le coq présent par miel et se sont couchées nettement. On a vu progressivement comment elles allaient au poulailler. Et quant aux autres, les chèvres par exemple, elles ont été carrément immobilisées, et les mouflons également. Et alors ce qui avait d'étonnant, c'est que j'apercevais de loin les singes sur l'île, que ce soit les attelles ou les lémuriens, en particulier les varilles, ils se sont carrément couchés. Et après on a constaté qu'ils se levaient, ils se sont mis en activité, ils ont commencé à grimper et à manger. Ils ont vraiment fait une brève nuit, si je peux dire. Donc il y a eu nettement des réactions. La vache par contre, bon, elle était immobile, elle n'a pas tellement réagi, elle n'a pas eu tellement de réactions. Les ânes sont restés également immobilisés pendant l'obscurcissement. Voilà, et puis Jean-Louis Alfero qui est allé tourner d'autres images du parc dans d'autres endroits nous montrera ces images un petit peu plus tard. Il y a eu des réactions surprenantes, notamment les manchots qui sont aussi allés se coucher de manière très ostensible, mais ça a été un petit peu le cas pour tout le monde ici. Michel, merci. Alors nous allons évidemment sur notre point d'observation dans la zone de l'éclipse partielle, c'est-à-dire Paris avec Christian de Dadelsen. Malheureusement, nous avons un peu négligé parce que nous avons vécu l'éclipse totale, évidemment, sur tous les points de notre dispositif. Vous avez des excuses. Christian, oui, Christian, c'est J moins combien derrière vous? Alors J moins 143. C'est vrai que c'est l'occasion de rappeler qu'on est à la veille de l'an 2000. Cela dit, vous nous avez négligé, mais vous avez des excuses car on a eu un gros nuage noir au moment de l'éclipse. On l'a bien vu, cette éclipse partielle, un petit peu avant. Et puis surtout, l'éclairage public parisien et la Tour Eiffel se sont effectivement éclairés pendant, disons, 2-3 minutes. Mais ça a été un peu la déception parce qu'on s'attendait à une nuit noire ici. Et en fait, c'était plutôt une belle soirée. D'ailleurs, je crois que vous étiez, les gens qui sont autour de moi étaient un petit peu déçus, non ? Un petit peu, effectivement, mais on s'attendait à quelque chose d'un peu plus phénoménal et le spectacle a été quelque peu gâché par les nuages. On avait les pyjamas, mais tant pis. Ouais, non, on a eu juste droit à une très belle luminosité, mais bon, tant pis, ce sera pour plus tard. Donc Paris n'était pas forcément l'endroit idéal, mais le Trocadéro a été quand même très apprécié des nombreuses personnes qui étaient ici, ne serait-ce que par l'éclairage de la Tour Eiffel et l'éclairage public, qui ont reconstitué la nuit pendant 2 minutes à l'heure de midi. En tout cas, sur le plan de l'éclipse totale, nous avons été placés à des endroits idéaux, puisque entre le sud-ouest de l'Angleterre, en Cornouailles, puis avec Floquet, puis aux Eaux d'Amiens, et surtout à Reims, où nous avons eu une éclaircie parfaite quasiment au moment où l'éclipse totale se produisait, avec les avions, puisque Thierry Guerrier, je pense, a récupéré les bobines filmées par Jean-Claude Lédin. Ah bah il y a le Catalina qui est prêt déjà. Dans quelques secondes, nous aurons de toute façon ce que les 4 Mirage 2000 ont pu filmer de l'éclipse totale du Soleil à plus de 10 000, 8 000 mètres exactement d'altitude. Par contre, le Catalina,
cette fois peut être, je crois, excusez-moi mon cher Alain Gillot-Pétré, mais nous avons peut-être le Catalina en ligne avec Emmanuel Ostian. Emmanuel, je vous entends, Charles, je vous entends très bien. Écoutez, nous vous entendons très faiblement parce que vous savez que notre ami Jessie Norman a une voix extrêmement puissante. Mais nous vous voyons très bien. D'accord, une voix beaucoup plus puissante que la mienne. Eh bien, je peux vous dire qu'ici, nous avons perdu 20 degrés en l'espace de quelques secondes. Nous étions aux alentours de 20 degrés et brutalement, la température est tombée à 0 degré, voire même dans des températures négatives. À l'intérieur, tous les techniciens, l'équipage avaient le souffle coupé. Nous étions en train de surfer par-dessus des stratocumulus et nous étions dans une nuit noire absolue. Je peux vous assurer que la sensation valait le détour. Bien. Alors nous avons fait venir... Alors Alain, Alain, vous avez été très bien tout à l'heure. Alors non, c'est l'équipe de Reims, de Météo France, qui a été formidable, qui a fait un travail énorme pour nous apporter des outils formidables. Non, il faut leur rendre hommage pour leurs prévisions. Pour leurs prévisions aussi. Ils étaient au rendez-vous en Les même temps mauvais augures d'il y a 6 jours auraient mieux fait de se taire. Et vous n'allez pas donner les noms, vous n'allez pas donner les noms. Non, il y a eu trop de choses hurluberluesques qui ont été dites à propos de cette éclipse. Les scientifiques ont eu raison. Bravo, messieurs les scientifiques. Aussi, voilà. Et la tour Eiffel est toujours là, et Mir continue à tourner autour de la Terre. Mir continue à tourner avec un Français à bord. Nous l'aurons d'ailleurs en direct à sa descente de Mir dans quelques jours. D'ailleurs. Alors les hurluberlus auraient mieux fait de se taire. Très bien, on vous a bien entendu, Alain Gillot-Pétré. Voilà. Bon, alors, monsieur Ferrel et monsieur Philippe de la Cotardière, quel est l'intérêt? Évidemment, l'intérêt émotionnel d'une éclipse totale est évident, mais quel est l'intérêt scientifique d'une éclipse totale? L'intérêt scientifique, c'est qu'une éclipse totale, c'est le seul moment où on peut observer la couronne solaire. Or, la couronne solaire, elle a une importance très grande par les effets qu'elle a sur la Terre elle-même. C'est ce qu'on appelle la météorologie de l'espace. Et donc, l'éclipse totale, c'est le moment où on peut observer toutes les manifestations du champ magnétique sur le Soleil, par exemple. Et la France a construit un télescope dédié à ces observations-là qui se trouve aux Canaries. Mais quels enseignements pratiques peut-on tirer justement de cette observation soulignée par M. Ferrel? Pour notre vie quotidienne. Mieux connaître le Soleil, vous savez, c'est mieux comprendre les relations entre le Soleil et la Terre. Et c'est donc utile pour nous, terriens, habitants de la Terre. Parce que nous savons que nous sommes sous l'influence du Soleil, pas seulement parce qu'il nous chauffe et nous éclaire, mais parce qu'il nous envoie tout un tas de particules. Et l'activité solaire a certainement des influences que l'on ne connaît pas encore très bien. Nous parlions d'ignorer tout à l'heure, mais il faut savoir que le Soleil va complètement disparaître d'ici 5 millions d'années. Alors il va falloir trouver d'autres planètes pour aller vivre. Dans 5 milliards d'années. 5 milliards, pardon. Mais il y a aussi une chose qu'on n'a peut-être pas rappelée, c'est que dans environ 200 millions d'années, on ne pourra plus observer d'éclipse totale. Parce que la Lune s'éloigne de la Terre d'environ 3 cm par an. Et lorsqu'elle se sera suffisamment éloignée, c'est-à-dire à peu près dans 200 millions d'années, elle ne pourra plus provoquer une éclipse totale. Donc on n'observera plus que des éclipses annulaires. Dans 200 millions d'années. 200 millions d'années environ. Bon, ça nous laisse un peu de temps. On va vous parler, docteur. Vous avez vu que tout le monde, vous avez écouté, tout le monde a mis des lunettes, il n'y a pas eu de problème. Vous allez peut-être les retrouver en rentrant à l'hôpital. Et j'avoue avoir retiré mes lunettes aussi pendant l'éclipse totale. Ah, voilà, vous avez retiré. Comment vous avez trouvé le spectacle? C'était grandiose. Ça aurait été dommage de garder les lunettes. Tout à fait, on voyait rien. Alors, est-ce qu'on peut demander si nous avons les images de l'avion que Jean-Claude Lédin a pu tourner? Est-ce qu'on peut déjà les avoir, s'il vous plaît? On ne peut pas encore les avoir. Mais nous regardons encore une fois ces images magnifiques. Est-ce qu'on peut nous les repasser? Est-ce que Jean Amado peut nous les repasser? On va les repasser, dit Philippe Perrault. On ne s'en lasse pas. On n'avait pas vu ça en France depuis 38 ans. Et on ne le reverra pas avant 82 ans dans notre pays. Ah oui, mais ce qui ne veut pas dire de toute façon qu'il n'y aura pas entre-temps des éclipses bien totales. Sûr. Il y en a une en Afrique l'année prochaine. Et les chasseurs d'éclipses se donnent déjà rendez-vous à Madagascar ou au Mozambique le 21 juin 2001 pour la prochaine éclipse totale qui, elle, ouvrira le 3e millénaire. Mais Philippe de la Cotardière, peut-on dire combien il y a d'éclipses totales par an
dans le monde. Il y a au moins 2 éclipses de soleil par an, mais qui ne sont pas forcément des éclipses totales. Il y en a entre 2 et 7 par an. Alors, nous avions, pendant que nous avons derrière nous Jesse Norman, c'est difficile de nous entendre, et nous allons faire un tour à la cathédrale Saint-Rémy, qui est pas loin d'ici à la basilique, où on entend en ce moment un concert qui est donné, un concert qui a été écrit spécialement pour la Lune. Une œuvre symphonique qui a été créée spécialement pour l'éclipse, donc auquel peuvent assister en ce moment les spectateurs qui sont à Reims. Alors Jean-Claude, nous allons tout de suite maintenant revenir sur la base militaire d'Évreux, puisque les 4 Mirage 2000 ont atterri. Là. Que Jean-Claude Lédin, qui faisait partie de l'équipage et qui était dans son cockpit, a pu filmer l'éclipse totale entre 8000 et 10 000 mètres, je pense. Donc il devrait avoir des images qu'on a. Il devrait en tout cas nous montrer ce qu'il a pu filmer et les commenter. Évreux, Thierry Guerrier, Jean-Claude Lédin. Oui, alors on était à 10 000 mètres à peu près au-dessus de Fécamp et le ciel était très clair et quelques minutes avant l'éclipse totale, il s'est assombri subitement. On n'a pas vu d'ombre portée arriver, le ciel est venu tout noir et c'est une lumière complètement irréelle qui existait. C'était pas une lumière de tombée de la nuit, c'était quelque chose de très particulier. Au loin, on voyait une lumière qui commençait à revenir au loin, qui très vite nous a rejoints. Mais c'était quelque chose de fabuleux, mais quelque chose qui semblait irréel. Alors, on a vu des petites images, des lumières à gauche, c'était des leurres des avions. Hein. Oui, alors pendant l'éclipse, les pilotes nous ont largué quelques leurres, c'est ce système de défense contre les missiles. Et ce qui nous a fait un petit feu d'artifice pendant l'éclipse. Alors c'est un peu comme une nuit aéronautique. Ce ne sont pas les leurres que nous voyons là. Ah non, pas du tout. Là, ce sont les lumières de l'avion que nous voyons en ce moment. Et tout d'un coup, la lumière revient subitement. Et voyez à l'horizon cette lueur qui arrive. On n'a pas eu long, mais on a eu le retour de la lumière, en fait, hein, qui arrivait très vite. Et très vite, nous avons dû nous reposer. Et pour arriver à vous porter les images. Là, de retour sur le plateau, on va se quitter dans quelques instants. On va demander à nos 3 invités leurs dernières impressions. C'est quelque chose que vous avez vécu pour la première fois de votre vie, docteur? Tout à fait, c'est la première et la dernière. Et la dernière, non, mais qu'elle est en Afrique, c'est en 2001. Ah oui, vous avez raison. Pourquoi pas, Madagascar aussi. C'est toujours émouvant de voir une éclipse, même si c'est pas la première fois, on est toujours content et on a envie d'en revoir d'autres. Même ici à Reims, il y avait des nuages. Mais on a senti la nuit qui tombe d'un seul coup et la lumière un peu irréelle, comme il a dit le pilote de l'avion. Nous en avons été débarrassés des nuages quasiment au moment de l'éclipse totale. Au moment de l'éclipse, ça a été magnifique. On a vu des protubérances, on a vu le liseré autour du soleil tout rose. Philippe de la Cotardière, alors? Eh bien, je trouve que c'est toujours un magnifique spectacle et moi, j'ai toujours vibré face à tous les phénomènes astronomiques et celui-là en particulier, je pense qu'il est extrêmement impressionnant et je comprends que les anciens aient été tellement impressionnés par ce phénomène. Charles, nous on a vécu quand même un moment formidable, ensemble, tous ensemble. Qu'est-ce que vous dites, mon cher Jean-Claude? Oui, on s'entend mal. Bon, c'est un regret que nous allons nous quitter. Nous avons vécu ensemble donc un moment qu'aucun d'entre nous n'oubliera. Pour revoir un tel spectacle en France, il faudra donc attendre 2081. L'éclipse sera totale sur Paris. Si vous voulez en voir d'autres, il faudra voyager. Donc en Afrique, en 2001, les prophètes de malheur ont eu tort. Et il n'y a pas eu de catastrophe, comme certains le précisaient. Mir vole toujours au-dessus de nos têtes et la Tour Eiffel est toujours là. Mir n'est pas tombé dessus. L'éclipse, elle, poursuit sa route.
Elle se trouve, je crois, actuellement aux environs de la Roumanie. Grâce au dispositif mis en place, j'espère que vous avez pu suivre dans les meilleures conditions possibles ce merveilleux spectacle. Merci à nos équipes de direct, merci à Francis Grisol, à Philippe Perrault et François Lopez qui à Paris ont eu la lourde tâche de gérer cet immense multiplex. Merci à Gilles Amado, le réalisateur, et à son équipe. Merci enfin à nos invités, Charles. Et puis on se retrouve pour la prochaine éclipse. Oui, avec Jessie Norman peut-être, ou sans Jessie Norman. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir vécu avec nous cette éclipse totale du soleil. Et nous avons rendez-vous maintenant avec Jacques Legros. Je vous retrouverai, moi, quant à moi, tout à l'heure, à 20h, dans nos studios de Boulogne, pour le journal télévisé. Au revoir, bon après-midi. L'éclipse sur TF1 avec Claire Fontaine. Discrète et essentielle, la vitamine B5. Avec les mousquetaires Intermarché. À vrai dire, vous informe, vous conseille. À vrai dire, avec les mousquetaires Intermarché, c'est comprendre pour mieux choisir. Bonjour, la vitamine B5 favorise la bonne santé des cheveux et de la peau. Au niveau cellulaire, elle participe aussi à la production d'énergie à partir des glucides et des lipides. Elle est également nécessaire pour que s'effectue la synthèse des acides gras. Voilà qui s'annonce bien. La vitamine B5, aussi appelée acide pantothénique, se déniche partout. Dans les viandes, les poissons, les œufs, le lait, les légumes et les fruits frais, les céréales complètes et surtout la levure. En plus, elle se conserve bien, même si elle craint la chaleur. L'apport idéalement conseillé en B5 est de 7 à 10 mg par jour. Comme il y en a, on l'a vu, dans beaucoup d'aliments, ce n'est pas très compliqué. Si malgré tout vous en manquez, sachez que vous êtes susceptible de souffrir de fatigue, d'hypertension, de perte d'appétit et de lésions de la peau. À cela s'ajoutera éventuellement une chute des anticorps sanguins et du taux de cholestérol. Il est rare sous nos contrées de manquer de vitamine B5. Certaines personnes doivent cependant être plus vigilantes. Sont concernés les végétariens, les femmes enceintes, celles qui allaitent, les personnes âgées, les alcooliques et les enfants. Si vous vous alimentez de façon équilibrée, vous n'aurez pas besoin de prendre de suppléments de vitamines. Mais si vous n'êtes pas sûr de toujours manger comme il faudrait, parlez de cette histoire de B5 à votre médecin. Pour finir, nous répondons à une question de Camille Issartel de Bourgoin-Jallieu en Isère. Comment peut-on se débarrasser des mauvaises odeurs dans un réfrigérateur? Eh bien, une fois votre réfrigérateur débranché, vide et propre, installez